a présenté au Conseil le rapport de la participation de notre pays à la 26e conférence de parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique COP26 tenue à Glasgow en Grande-Bretagne du 31 octobre au 13 novembre 2021. Au regard des efforts qui doivent être fournis pour la solution à la crise climatique, notre pays a réclamé plus d'actions et moins de promesses. Durant ces assises, le président de la République a présenté la République démocratique du Congo comme pays solution à la crise climatique et a annoncé des engagements forts pris dans notre contribution déterminée à l'échelle nationale de réduire nos émissions de gaz à effet de serre d'au moins 21% d'ici 2030. En ce qui concerne les principales positions défendues, la vice-première ministre a indiqué ce qui suit. Pour la finance climatique, la République démocratique du Congo a réclamé une juste et équitable compensation pour les services écosystémiques rendus par ses forêts, ses tourbières, ainsi que ses autres puits carbone. Notre pays a soutenu le fait que pour garder vivant l'objectif de 1,5 degré Celsius, les ambitions de réduction des émissions de gaz à effet de serre des pays pollueurs devraient être revues à la hausse. Pour l'opérationnalisation de l'article 6 de l'accord de Paris, la République démocratique du Congo a prôné la mise en place des règles équitables sur le prix du carbone, tant celui des pays en développement que celui des pays industrialisés. Concernant les pertes et dommages associés au changement climatique, le principe de responsabilité commune mais différenciée des États et celui du pollueur-payeur sont engagés. Notre pays a invité les pollueurs à faire preuve de plus d'engagement dans ce domaine. En matière d'adaptation, la République démocratique du Congo a invité le pays développé à honorer leurs engagements tels que stipulés dans l'accord de Paris d'allouer 100 milliards de dollars pour l'action climatique dans les pays en développement. En ce qui concerne les retombées financières, la vice-première ministre a évoqué ce qui suit. Un financement de 1,5 milliard de dollars des États-Unis d'Amérique pour appuyer la protection des forêts des tourbières dans les bassins du Congo. Il s'accompagne d'une incitation d'investissement privé américain à appuyer la vision de la République démocratique du Congo, pays solution, en bilatéral ou de manière collective, et la mise en place d'un groupe de travail République démocratique du Congo, États-Unis d'Amérique, composé de 10 experts, dont 5 pour chacun de 2 pays. Un financement de 500 millions de dollars américains issu du second partenariat République démocratique du Congo, Central African Forest Initiative CAFI, signé entre le président de la République et le Premier ministre britannique pour les 5 prochaines années. L'engagement pris par le Royaume de Belgique d'augmenter sa contribution dans l'agriculture résiliente avec notamment 200 millions d'euros pour lutter contre la déforestation dans les bassins du Congo et 12 millions d'euros en faveur de notre pays dans le cadre du partenariat CAFI, mais aussi une coopération bilatérale autour du changement climatique à mettre en place d'ici 2023. L'appui annoncé de la Grande-Bretagne pour développer des partenariats bilatéraux avec la République démocratique du Congo en faveur de la lutte contre le changement climatique. Les financements additionnels spéciaux en faveur de peuples autochtones sont également promis. Par ailleurs, la République démocratique du Congo a officiellement exprimé sa disponibilité à abriter les travaux préparatoires de la COP27 en partenariat avec l'Égypte, qui est le pays organisateur du prochain sommet sur le climat. Aucune objection n'a été enregistrée à ce jour. Le projet relatif à l'organisation de la pré-COP 27 en République démocratique du Congo sera présenté dans le prochain jour au Conseil des ministres pour examen et adoption. Le Conseil des ministres a pris acte de ce rapport. Projet de production des passeports biométriques. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a partagé au gouvernement les conclusions des travaux du comité de suivi Affaires étrangères et finances et d'évaluation du contrat de service signé en octobre 2020 avec la société Locosem. Il en ressort que cette société
n'a pas pu mettre à la disposition du comité des suivis de données relatives aux réalisations de son investissement. Le comité de suivi a également noté que le COSEM a livré les passeports attendus au terme du contrat. Cependant, elle n'a pas livré l'intégralité d'équipements et matériels convenus et prévus dans son plan d'investissement. Face à cette situation, le comité de suivi a obtenu d'elle l'engagement d'exécuter cette obligation contractuelle en remettant au gouvernement les 10 équipements et matériels avant la signature de l'avenant négocié pour proroger le contrat. Une nouvelle prorogation s'est donc imposée, en attendant l'aboutissement de la procédure d'appel d'offres en cours pour la signature d'un nouveau contrat de production de passeports, ce qui va éviter tout arrêt préjudiciable de la production de ces documents de voyage obligatoires à l'extérieur du pays. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a expliqué que la non-prolongation préjudicierait nos concitoyens obligés d'acquérir un passeport pour voyager à l'étranger et de ne pas pouvoir se les procurer à cause d'une éventuelle rupture de stock. Il a précisé que l'évaluation du contrat devra se poursuivre et si au terme des investigations en cours, notamment celle de l'inspection générale des finances, il s'avérait que l'État a subi un préjudice dans l'exécution de ce contrat, le ministère des Affaires étrangères n'aura d'autre choix que de dénoncer ce nouvel avenant. Par ailleurs, il a souligné que le comité de suivi s'attelle à finaliser l'élaboration du dossier d'appel d'offres restreint pour un nouveau contrat conformément aux dispositions légales en la matière. Le Conseil des ministres a pris acte de cette note d'information. Point 6 de point d'information du Conseil des ministres de ce jour, relatif au contentieux international et national de la République démocratique du Congo. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a informé le Conseil des résultats du recensement de procédures en cours et celles clôturées, impliquant notre pays devant les instances arbitrales internationales ainsi que les juridictions étrangères et nationales. En ce qui concerne les contentieux à l'international, elle a évoqué 6 cas de dossiers emblématiques, à savoir la République démocratique du Congo contre l'Ouganda, la République démocratique du Congo contre Dig Oil, la République démocratique du Congo contre Exim Bank, la RDC contre African Alpha Finance, la RDC contre FG Hémisphère, etc. Sur le plan du contentieux national, les services du ministère de la Justice ont dénombré près de 1400 dossiers traités et répartis selon les différents cours et tribunaux de la capitale. On sait compris les hautes juridictions. Évoquant les principales causes de multiples condamnations de notre État dans ces contentieux, tant à l'international qu'au national, la ministre d'État a évoqué notamment la mauvaise gestion des litiges en amont par les autorités sectorielles, la transmission tardive des exploits au ministère de la Justice, les non-paiements des honoraires des avocats constitués, les non-respects des conditions de procédures arbitrales. En termes de perspective, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a préconisé un meilleur suivi des affaires impliquant notre pays en justice dans le but de réduire les risques de condamnation de l'État à des fortes sommes, tant sur le plan international que national. Elle a sollicité du gouvernement la mise en œuvre d'une série de mesures stratégiques pour y parvenir. Le Conseil des ministres a pris acte de cette note d'information ainsi que les propositions y formulées. 7e point, célébration de la Journée internationale de personnes vivant avec handicap, édition 2021. La ministre déléguée près le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, chargée des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, a partagé aux membres du gouvernement le projet de commémoration de la journée du 3 décembre 2021 dédiée aux personnes vivant avec handicap. Leadership et participation des personnes vivant avec handicap vers un monde post-Covid-19 inclusif, accessible et durable en est le thème international. Soulignant la particularité de cette célébration, elle a indiqué qu'il est prévu d'inviter à Kinshasa les délégations provinciales
des personnes vivant avec handicap pour non seulement prendre part à la manifestation officielle, mais aussi d'être associés à la réflexion sur la conduite des activités du gouvernement visant l'effectivité de l'inclusion de personnes vivant avec handicap dans la société congolaise. Troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. Le Conseil de ministres a adopté les relevés des décisions prises lors de la 29e réunion du Conseil de ministres tenue le 19 novembre 2021. Chapitre 4 du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de dossiers. 3 dossiers. Premier dossier, du plan stratégique de la réforme de finances publiques. Le ministre des Finances a présenté au Conseil, suivant la communication du président de la République, à la 29e réunion du Conseil de ministres, le projet du plan stratégique actualisé de la réforme des finances publiques. Ces documents reprend les priorités des réformes à mettre en œuvre par le gouvernement en vue d'améliorer les indicateurs pertinents du système de gestion de finances publiques et identifie pour ce faire les actions devant remédier aux faiblesses relevées par les différents diagnostics. Il a expliqué que la présente stratégie s'articule autour de 8 axes, à savoir la réforme budgétaire, la politique fiscale et les administrations fiscales, la gestion de la dépense publique, la comptabilité publique et gestion de la trésorerie, le contrôle des finances publiques, la gestion des finances provinciales et locales, la gouvernance participative des finances publiques et la numérisation du système de gestion des finances publiques. Le ministre des Finances a insisté sur le fait que les principaux défis consistent à accélérer la réalisation des mesures des réformes en cours et à mettre en œuvre de manière satisfaisante les nouvelles mesures identifiées en vue d'améliorer la performance dans la gestion de nos finances publiques sur la période 2022-2028. L'objectif étant de soutenir une croissance inclusive et de promouvoir le développement durable. Après débat et délibération, le Conseil a adopté le plan stratégique actualisé de la réforme de finances publiques. Le ministre d'État, ministre du Budget, avait bien évidemment complété son collègue des Finances sur la nécessité pour le gouvernement d'être prêt à l'horizon 2024 pour le budget programme. De l'état des lieux de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique est revenu principalement sur les conclusions des discussions entre le gouvernement et les bancs syndicales de l'EPSP tenues à Mbuela Lodge. Ces travaux de la commission paritaire ont eu pour objectif d'analyser et de valider les rapports finaux de la commission paritaire gouvernement banque syndicale de l'EPSP tenue à Bibois en 2019, d'examiner les questions ayant trait à la paie des enseignants et du personnel administratif, d'examiner les questions liées à la carrière de l'enseignant, de débattre de questions liées à leur retraite, de traiter les matières liées au cahier de charges du banc syndical présenté par l'intersyndicale de l'EPST, d'actualiser et de valider les rapports finaux de travaux de la commission paritaire tenue à Bibois en décembre 2019. À l'issue de ces travaux, les deux parties ont signé un addendum dont quelques résolutions sont pour le gouvernement l'allocation d'une prime de gratuité aux enseignants de l'école primaire dès le mois de décembre 2021 en attendant la prise en charge dans les budgets 2022 du 2e et 3e palier du solde de la prime de bourse aux nouvelles unités. Du décret de fonds de promotion de l'éducation en sigle FPN. Le ministre a réaffirmé que la signature de ces décrets va devoir permettre la gratuité de l'enseignement primaire, d'où l'urgence de l'activer par les mécanismes de son mise en œuvre avec tous les ministres sectoriels. Les banques syndicales, quant à lui, s'est engagé à garantir la paix et les dialogues au sein du ministère, à focaliser les dialogues sociaux avec le concours du banc gouvernemental, à formaliser plutôt les dialogues sociaux avec le concours du banc gouvernemental, à améliorer la communication avec les syndicats à tous les niveaux et à renforcer les capacités des syndicalistes au plan syndical.
Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Du rapport sur la lutte contre la fraude minière. La ministre des Mines a présenté au Conseil le rapport à mi-parcours sur les niveaux d'exécution des instructions données par le président de la République au terme de la 29e réunion du Conseil de ministres relative à la lutte contre la fraude minière en République démocratique du Congo. Elle a précisé à titre illustratif que l'octroi des permis de recherche et la conclusion des contrats d'amélioration de droits miniers des entreprises minières du portefeuille de l'État ont été suspendus. L'instruction avait été donnée au directeur général du cadastre minier de transmettre la liste de tous les titulaires de droits miniers en défaut de commencement de travaux, de recherche, de construction et de développement, afin de permettre le déclenchement de la procédure de leur retrait, conformément à l'article 288 du Code minier. À ces jours, la ministre des Mines a déjà signé 302 arrêtés ministériels portant d'échéance des titulaires de droits miniers pour non-paiement de droits superficiaires annuels. Les termes de référence en vue du recrutement du consultant chargé de réaliser l'audit technique du cadastre minier ont déjà été élaborés et les dossiers d'appel d'offres est en cours de constitution par les experts du ministère des Mines. Considérant les contraintes de la procédure de passation de marché, cet audit technique pourra démarrer en début d'année prochaine. Une commission mixte, ministère de Mines et du portefeuille, ainsi que des délégués des entreprises minières du portefeuille de l'État, est en cours de mise en place pour engager un contrôle systématique de la gestion d'actifs miniers de ces entreprises étatiques. Elle pourra démarrer ses travaux aussi en début d'année prochaine. La liste des assujettis non en règle de paiement de la quotité des 50% de droits superficiaires annuels revenant au Trésor public a été transmis à l'Inspection générale des finances. Le montant non payé actuellement s'évalue à 12 millions de dollars pour la période allant de 2017 à 2021. La ministre des Mines a en outre indiqué qu'elle œuvre à la redynamisation et au renforcement de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière afin de la rendre plus efficace sur terrain. Elle a sollicité et a obtenu l'accompagnement du gouvernement quant à ce. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces rapports. Dernier chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de textes. Deux textes. Le premier, projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a présenté aux membres du gouvernement le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours, prenant cours le 3 décembre 2021. Cette prorogation permettra à nos forces armées de consolider les acquis des opérations antérieures et à poursuivre des actions en vue de restaurer la paix, la sécurité et de rétablir l'autorité de l'État dans cette partie de la République démocratique du Congo. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de loi. Deuxième projet soumis à l'approbation du Conseil des ministres, projet de loi des ratifications. Le ministre des Finances a soumis au Conseil le projet de loi portant autorisation de la ratification de l'accord d'admission de la République démocratique du Congo en qualité de membre associé à la politique de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, de la lutte anti-blanchiment contre les financements du terrorisme conduit par les groupes d'action contre les blanchiments en Afrique, GABAC. Il a expliqué que l'adhésion de notre pays à cette organisation revêt deux principaux intérêts, à savoir l'intégration dans l'arsenal juridique interne du règlement CEMAC portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique centrale, lequel a été évalué comme largement conforme par le GAFI. La matérialisation de la volonté congolaise d'appartenir à un réseau de lutte anti-blanchiment et contre les financements du terrorisme, de rendre opérationnels les instruments de bonne gouvernance. D'où la nécessité
pour la République démocratique du Congo de ratifier cet accord d'admission avec l'avantage notamment de son éloignement du spectre de de-risking qui consiste en la décision de certaines banques de rompre leurs relations de correspondance avec les banques étrangères présentant des carences stratégiques en matière de lutte contre les blanchiments de capitaux et financement du terrorisme. Après débat et délibération, le Conseil de ministres a adopté ce projet de loi. Commencé à 11h56, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 19h03. Je vous remercie.